mots ne sont point sans remède. Et qui me parle, un roi malheureux qui vous aime, au lieu de rester planté comme un piquet, tu pourrais peut-être m'aider, avait fini par suggérer Vania. Va donc la surveiller de chez toi. On a une meilleure vue des fenêtres de ta cuisine. La petite fille avait pris un air réfléchi, son air de bonne élève. Son regard était allé du tableau que peignait Vania à la rue. Elle avait pris une grande inspiration et avait dit, par désespoir, ta mère a dit que tu étais feignant comme une quatre couleuvres. El Maïs Vania s'était mise en colère. Vania était artiste. Il avait expliqué que la petite fille pouvait lui rendre le service de le laisser tranquille, au lieu de faire de l'ombre, de gêner le travail, au lieu de raconter n'importe quoi. Cette petite fille, un vrai microbe, elle qui de toute façon ne pouvait rien comprendre à la peinture et qui ne finissait même pas son bol de lait, c'était du moins ce qu'il avait entendu dire. Or, comment voulait-on qu'une enfant qui ne boit pas de lait puisse avoir un esprit développé? Il était même possible qu'elle n'ait jamais de poitrine, qu'elle reste toute sa vie plate comme une sardine, avait insinué Vania, en esquissant un châble pâle, géométrique, un vrai défi à la nature, très éloigné du modèle du veteux, tout angora, qui sommeillait quelques étages en dessous des fenêtres de sa bien-aimée. Car, avait ajouté Vania, en gratifiant le chat du beau window d'une moustache disproportionnée, qu'est-ce qui remplit la poitrine? Je te le demande via Auderghem, dans les années 60, vers ce moment où la ville s'emplissait de fumée, de brouillard, les enfants sortaient des immeubles, tôt le matin, un certain jour, à peu près vers l'époque des marrons, ils portaient à la main, ou fixés dans le dos, leur cartable neuf. Ils ressemblaient aux nains de Blanche-Neige, avec leur hôte. On voyait, sous leurs cheveux courts, les nuques blanches qui avaient échappé au hâle de l'été, contrastant avec les visages légèrement anxieux et légèrement bruns. Ils étaient allés à la mer, ils avaient couru presque nus sur le sable, et ils avaient changé. Leur bonne mine faisait la fierté familiale. Ils ressentaient, en se retrouvant, une certaine gêne, car ils présentaient des apparences neuves, et, souvent même, des dents en moins, en souvenir, les dents perdues étaient conservées dans des boîtes. On leur avait coupé les cheveux, on leur avait mis des bandeaux qui tiraient les mèches en arrière, on leur avait fait boire des bols d'Ovomaltine, des bols de cacao 70, on les avait trahis. Ils montaient dans les cars de ramassage scolaire. Beaucoup pleuraient. Les cartables étaient bourrés de livres recouverts de papier plastifié, histoire-géographie, grammaire bled, j'apprends le calcul. Les trousses étaient la plupart du temps écossaises à fermeture éclair. On avait des gommes bicolores et des bics, des compas en inox, de beaux buvards veinés comme des morceaux de marbre, des décimètres gradués, en plexiglas ou en bois. Les cahiers de leçons de choses comportaient entre leurs deux pages cartonnées un feuillet de papier de soie qui au fil des trimestres emburait légèrement les représentations des grands mystères de la nature. Des dessins qu'on mettait des heures à réaliser, les coupes longitudinales d'abdomens humains, de haricots germés, le système digestif des mammifères. On coloriait dans les heures muettes. On mettait de la couleur partout. Le monde est beau et coloré. On dépassait. On n'arrivait jamais vraiment à contenir la couleur dans les limites des choses et des êtres. On apprenait par cœur les poèmes de Maurice Carême, l'Ancido de Francis Jam, et Automne de Victor Hugo. Les hirondelles sont parties, le brin d'herbe a froid sur les toits, il pleut sur les touffes d'ortie, bon bûcheron coupe du bois, virgule justement, dehors, il pleuvait. Les poètes avaient raison. Les touffes d'ortie, bon bûcheron coupe du bois, justement, dehors, il pleuvait. Les poètes avaient raison, cela donnait à la petite fille une grande satisfaction, cette correspondance entre le monde visible et le monde tel qu'il est décrit. Elle entrait dans un univers à sa mesure. Cela se voyait à la hauteur, commode, des rangées de porte-manteaux, aux lunettes basses des sièges des cabinets où il fallait apprendre à se débrouiller tout seul, la porte n'allait pas jusqu'en bas. Ce qui faisait ressembler l'endroit à des stalles d'animaux, on voyait dans le trou les chaussures et les jambes entravées par les culottes. Tout était gai, dans les années 60. Il y avait au mur des classes écarts du relief où la mer est représentée en bleu, les plissements hercyniens en orange. Les tableaux noirs avaient été remplacés par des tableaux verts. Pour aller à l'infirmerie, il suffisait de dire en montrant son nombril « j'ai mal au ventre » ou bien « j'ai mal au cœur ».
On regardait le Bambi marron aux yeux de domino pendant que l'infirmière diluait la poudre d'aspirine ou faisait bouillir l'eau pour une citronnade chaude. L'infirmière était douce, elle tournait la petite cuillère en posant des questions. Elle ajoutait un peu de sucre. Parfois, elle prononçait le mot « température ». Dans la casserole, l'eau qui bout faisait exactement le même bruit qu'à la maison de on lisait le club des 5 en randonnée, Alice et les faux monnayeurs. Ma première encyclopédie Larousse 72 et Louis XIV, superbement chevelu, peint par Rigaud, sortait de son ample manteau de velours de jambes galbées, aux mollets gainés de soie ivoire. Napoléon couronnait Joséphine, il ressemblait à l'homme du porte-sang-de-Mans. Marat était assassiné dans sa baignoire. Marie apparaissait à Bernadette Soubirous. L'image montrait des versants gris parsemés de moutons. Bernadette était agenouillée au bord du Gave. Dans un trou du rocher se tenait la divinité, le front cerné d'étoiles, les yeux au ciel, les grains de café d'un chapelet tombant sur les plis ronds de son giron de plâtre. La petite fille appréciait l'élégance de sa toilette, frémissait de voir les pieds nus, posés à même le serpent. Elle répétait avec ferveur les mots qui avaient été prononcés, « Je suis l'Immaculée Conception, faites construire une basilique ». Et la réponse qui leur avait été faite « Je vous salue Marie pleine de grâce et Jésus le fruit de vos entrailles est béni ». Elle avait étudié la pose de Joséphine, la manière dont celle-ci s'inclinait et disposait son front pour recevoir la couronne impériale. Elle l'avait comparée à celle de Bernadette. Ces différentes observations l'avaient confirmé dans l'idée que les grands événements de la vie nécessitaient de s'agenouiller et de joindre les paumes en baissant les paupières avec beaucoup de simplicité. Souvent, en toute simplicité, la petite fille s'agenouillait sur le tapis de sa chambre, mains jointes. Elle s'exerçait au couronnement, ou à l'apparition. Elle se concentrait pour reconstituer une situation qui échappait totalement à l'observateur étranger, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, disaient les dieux quand ils ouvraient la porte. 3. Madame inscrivait au tableau une colonne de chiffres sous laquelle elle tirait un trait. « Je compte jusqu'à 3, disait Madame. Elle écrivait des lignes de lettres, en mettant bien en évidence la souple ligature par laquelle elle s'accrochait, pour ainsi dire, se donne la main comme doivent faire les enfants bien élevés, expliquait Madame. Madame écrivait bien. Elle essuyait le tableau et soulevait une poussière blanche. Tout ce que disait Madame était vrai. Tous les ans également, Madame changeait, mais ses avatars successifs, invariablement revêtus de tabliers à fine rayure, recouvraient la merveilleuse unité d'une naissance. Il y eut Madame Sermoise, Madame Le Cloadec, Mademoiselle Vandermelan. Madame dessinait au tableau des ensembles et leurs intersections, des fleurs avec leurs étamines et leurs pistils, des trains dont le complément, le verbe, et le sujet étaient les wagons. Elle expliquait les fleuves avec leurs affluents, la Loire, le Nil, le Gange, toutes les choses du monde sont lavées tranquillement, les hommes avec les bêtes, les fruits avec le linge. Elle expliquait l'Égypte, tous les hommes marchant de travers, présentant à l'observateur leur torse aminci en triangle, leurs cheveux de bois peint, leurs cous sanglés dans l'or. Ils aimaient particulièrement l'hymne national de la France qui leur semblait avoir été écrit pour eux. Allons enfants de la patrie contre nous de la tyrannie, ils pensaient, selon le cas, aux céleris, au bol de lait, ou aux choux-fleurs. Les fenêtres de la salle de classe surplombaient les deux ailes du bâtiment. Elles permettaient de voir des terrains vagues, la cour des grands avec ses paniers de basket symétriques dans lesquels échouait parfois un ballon, le portique où ils jouaient à cochon pendu. Au printemps, le jardinier tondait les pelouses. Le ronronnement de la tondeuse accompagnait les compositions de fin d'année, il rappelait l'existence du monde extérieur de l'autre côté des grandes fenêtres à guillotine, la rumeur douce d'un monde qui leur donnait des fourmis dans les jambes, et qui semblait à la fois proche et hors de portée, qui serait toujours hors de portée pour la petite fille la vie réelle où flottaient les premiers insectes, où les mères faisaient leurs courses dans les quartiers résidentiels, choisissaient des légumes et des fruits, les faisaient peser. La lumière blanche et rieuse éclairait les copies à petits carreaux. Elle allait vers l'été. Il posait des multiplications et il tirait un trait au-dessous, à la règle. Il copiait les mots bien articulés. Point final, disait Madame, je répète. Ils comptaient discrètement sur leurs doigts pour vérifier le résultat des tables, tant ils avaient peu de confiance dans cette variété de prestidigitation. Ils trempaient leurs pinceaux dans les godets de gouache violette ou vermillon, les écrasaient, dessinaient toujours la même chose, des parents aux cheveux d'aiguille, des soleils aux rayons d'aiguille.
des wagons de train qui ne touchaient pas terre. Leur bonne volonté était grande, leur distraction extrême. Ils avaient les yeux grands ouverts en fixant le tableau, mais souvent, ils étaient tailleurs. Ils refermaient leurs livres posément, ils remuaient les jambes. Par des mouvements nerveux, souvent incontrôlés, ils faisaient tomber leurs affaires. Ils s'ouvraient le front contre les murs, fendaient en deux leurs dents de lait contre les marches. Ils auraient pu passer des heures à regarder l'intérieur des billes, elles avaient la couleur des rayures de sucette, la transparence bizarre des aquariums, la beauté mystérieuse d'un œil que l'on aurait sorti de son orbite. Dans le quart de ramassage, ils chantaient « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Ils essayaient de toucher les gouttes sur les vitres, mais ils ne sentaient sous leurs doigts que la buée et le froid lisse. Les gouttes sont à l'envers. 4 Madame expliquait la constitution des tomates, celle des feuilles, et celle des vers de terre. Elle racontait la vie des espèces animales. Le lapin passe sa vie à redouter l'arrivée des chasseurs. Il court très vite, et il tremble toujours, légèrement. Si on observe bien, rien, dans un lapin, n'est jamais immobile, concluait Madame. Ceci est la peur. Le sage vit en Afrique. Il est doté de bras immenses qui lui permettent de se suspendre au tronc et de gratter tous les endroits de sa personne. Comme les hommes, il peut déjeuner assis. Il avale les cacahuètes à toute vitesse et rigole tout seul. Il arrive qu'il s'apprivoise, porte une culotte, s'attache à l'homme et soit tuberculeux, comme joli cœur. De comique, le singe devient alors tragique. Madame sortait une clé de sa poche. Elle ouvrait la porte du laboratoire des grands, au dernier étage. Prudemment, les petits dixièmes se donnaient la main. Ils fermaient les yeux, éblouis par la réflexion de la lumière sur la céramique blanche des paillasses. Silence, disait Madame. Restez en rang. Elle entrait, s'installait à la droite du squelette, et les petits dixièmes formaient autour un cercle impressionné, admiratif. Et tandis que Madame soulevait l'un après l'autre les membres raides, pointant les articulations à l'aide de son bic rouge, les petits dixièmes considéraient avec étonnement les os iliaques, poreux et jaunes, en forme d'oreilles, ou le museau de cet animal aux yeux creux, étrangement prognate. Dans la salle de musique, ils entouraient également le piano et ils chantaient tandis que les mains de Madame se déplaçaient très rapidement sur le clavier. Le petit cheval dans le mauvais temps qu'il avait donc du courage et c'était un petit cheval blanc. Tout derrière, et lui devant, 77-511, en tablier de coton blanc, elle épinglait la peau de la souris morte sur une planche. Elle tirait, éprouvait l'étrange élasticité de la membrane, épaisse, légèrement gluante, irriguée de petits vaisseaux colorés. Ayant procédé à cet ultime déshabillage, elle enfonçait les épingles aux 4 coins de la planche, et observait la conformité de ce qu'elle voyait avec le schéma proposé. Le schéma avait toujours beaucoup plus de netteté que la souris du cours d'observation. Cette souris, qui avait été un corps rond et fermé, remuant et autonome, devenait une surface plate d'où l'on extrayait à la pince la curieuse végétation intérieure de petites glandes brunâtres, le cœur, le foie, l'appareil respiratoire, l'appareil génital. La queue de la souris continuait à pendre en dessous, intacte, rose, légèrement dégoûtante. Tous les soirs, la petite fille transmettait aux dieux ces riches informations. Elle récitait ses leçons en un marchant de long en large. Elle se pavanait devant le monsieur Aubin, fière de son savoir neuf. Pas un mot des paragraphes ne manquait. Elle disait, le cœur et la circulation. Le cœur est composé de 2 parties creuses séparées par une cloison ventricule droit, ventricule gauche. Lorsque les oreillettes sont pleines de sang, elles se contractent et le chassent dans les ventricules. Ceux-ci se contractant à leur tour et propulsent le sang dans les artères. La petite fille faisait une pause, s'arrêtait au milieu de la pièce, théâtrale. Elle disait, le cœur bat, il bat sans arrêt toute la 111 vie, son arrêt est mortel. La petite fille ne savait pas ce qu'elle disait, 11 111 111, ce n'était qu'une leçon. Elle annonçait Victor Hugo, poème Mon père ce héros au sourire si doux suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille. Très à l'aise, détachant les syllabes, chantonnant de ce ton monocorde qui lui paraissait le comble de l'art, sachant par cœur Alphonse de Lamartine, le lac, Sully Prudhomme, le vase où meurt cette verveine, Victor Hugo. Mon père ce héros suivi d'un seul hussard 6 le jour où elle a 0 en composition de calories Q, elle n'a rien dit, naturellement, elle a laissé les dieux dans l'ignorance du scandale.
À table, elle les regarde avec l'air douloureux de Judas, celui qui sait qu'il va trahir. Elle espère vaguement un miracle, toujours ce rêve de faire mentir la loi, d'avoir un peu plus que ce qu'elle mérite, le pardon, l'indulgence, la grâce. Mais il n'y a pas eu de miracle. À la fin du trimestre, elle est rentrée le samedi, comme d'habitude, en portant son cartable avec la souple diligence d'une écolière rodée et respectable. Le carnet scolaire rose saumon recouvert d'une pellicule en plastique repose, rectangulaire et mince, dans une poche intérieure en sky. 0, accident regrettable. La petite fille savoure mélancoliquement l'euphémisme et marche l'air de rien, faisant passer le cartable comme d'habitude, de la main gauche à la main droite. Elle avance vers le lieu du supplice. Elle ruse un petit peu, pour allonger le trajet, elle descend la dernière du quart de ramassage. Au carrefour, elle attend. Elle laisse le feu passer au rouge sans traverse versée, elle triche un peu, elle pourrait mourir. Et le passe à tout petit pas devant les façades, le salon de coiffure de quartier où on lui coupe les cheveux dès qu'il risque de la gêner, ses joues paraissent alors plus rondes, sa bouche plus large. En arrivant, le cœur lui manque, elle estime prudent d'attendre encore un petit peu, laisser du temps au temps. Ses joues deviennent très chaudes. Elle se met en chaussons et s'assoit dans sa chambre, elle réfléchit face au cartable. Puis elle s'avance vers le fauteuil, tend le carnet ouvert à la bonne page. Elle dit, très vite, il y a une erreur, on s'est trompé. C'est dégoûtant. Papa, regarde. En montant, elle éprouve le petit choc qu'on ressent en avion. Juste au moment du décollage, s'est-elle appris à se mettre en rang. Elle donna la main aux voisins inconnus pour rentrer en classe, et elle se fit des camarades malgré sa timidité naturelle. Ses élus s'appelaient Isabelle Langier, Anita Deboquet, Caroline Canteleu et Jean-Philippe Siranel. Ils s'invitèrent à leurs anniversaires, s'offrirent des cadeaux mirifiques, et ne se quittèrent plus. C'étaient des premiers de classe. Ils étaient pensifs et sensibles. Leur sagesse les rapprochait. De peur de prendre un mauvais coup, ils méprisaient les jeux bruyants de la cour de récréation, préférant aux bagarres les sophistiques élastiques du saut à elles rassemblés sous le préau. Ils reniflaient avec délice leurs bons poings parfumés tressés des Scooby-Doo, et demandaient d'un taux, haine glacée à ceux qui les dévisageaient d'un peu près, tu veux ma photo? Ils étaient pleins d'esprit. Mais ils furent divisés par une affaire sentimentale. En effet, Jean-Philippe Siranel était tombé amoureux de Caroline Canteleu. Il lui offrait des bubblegums et des carambars, et il la regardait d'une manière complètement ridicule. Isabelle Langier, Anita Deboquet et la petite fille s'en moquaient. Elles entouraient Caroline Canteleu dans la cour de récréation et elles lui martelaient « Tu l'aimes, tu l'aimes, embrasse-le sur la bouche ». Mais Caroline Canteleu continuait à mâcher son bubble gum avec indifférence. Elle gonflait ses joues, faisait pousser entre ses lèvres un ballon rose tendre, d'une belle substance plastifiée, entièrement artificielle, qu'elle menait jusqu'à son point d'épanouissement maximal. Puis elle le faisait éclater. Ce talent avait séduit Jean-Philippe Siranel. Mais il y a des limites à tout. Or, voici ce qui s'était produit. Jean-Philippe Siranel avait donné la main à Caroline Canteleu tout le long du voyage scolaire. Les camarades étaient allés au zoo en voyage de fin d'année. Munis de cornets de frites et de canettes de Fanta orange, ils avaient observé une ours et ses petits, un dromadaire, 2 ou 3 chimpanzés auxquels ils avaient eu la permission CH d'offrir plusieurs sachets de cacahuètes. Justement, leur programme abordait ces espèces exotiques. L'odeur du zoo était celle des cabinets. Les singes et les enfants étaient restés un certain temps sans rien dire, à se faire face, dans une indicible émotion, observant les particularités anatomiques qui les différenciaient. Une fois leurs cacahuètes absorbées, les singes s'étaient désintéressés de leurs visiteurs assez vite. Ils avaient repris leurs occupations qui consistaient à se gratter, ou à regarder dans le vague. Un indiscutable sentiment de malaise s'en était suivi. Les yeux du dromadaire se fermaient tristement comme des yeux humains. Ils étaient bordés de longs cils raides. La bête couchait son mufle tendre et dédaigneux sur les cailloux ou des feuilles sèches, probablement des restes du dernier automne, s'était répandu. Le dromadaire mâchait les feuilles avec une extrême régularité. Rien ne montrait qu'il y trouvât du plaisir. Son pelage clairsemé laissait voir sa peau dure, couleur de serpillière et l'articulation, maigre et flexible, des genoux. Au fond de l'enclos, un petit rocher symbolisait avec économie les aspérités de son atlas natal. Les animaux sont-ils heureux au zoo? Difficile de savoir, s'étaient dit les enfants, en admirant la merveilleuse longueur des cils.
Les assurances qu'on leur donna sur le sujet ne furent pas claires. Plus tard, chaque fois qu'ils repensèrent aux eaux, ils revoyaient le dromadaire à l'air humain. Ils étaient travaillés d'intuition pessimiste. Que fait Dieu, se demandaient-ils. Les camarades croyaient en Dieu. Tous les samedis après-midi, ils se rendaient ensemble au catéchisme. Dans la maison d'un âme spécialisé, ils apprenaient à connaître les choses du ciel. Le pharisien et le publicain, Abbé et Salon malencontreusement accroché par sa longue chevelure à un arbre, la naissance de Jésus dans une crèche, et l'apparition de Maria Bernadette Soubirous. Leur âme s'emplissait de toutes sortes de délicatesses. Ils comprenaient la fragilité des plus faibles, la beauté de ceux qui sont laids, les hautes vertus du prêt, ou mieux encore, du don. Ils buvaient de la grenadine, qui leur paraissait un breuvage céleste. La petite fille se faisait offrir une brioche catéchétique. Elle mangeait sa brioche en écoutant, la déposait à côté d'elle pour répondre aux questions ou dessiner les scènes les plus frappantes. La dame du catéchisme interrogeait avec douceur les camarades sur ce qu'ils pensaient de Jésus. Ils pensaient juste, ils étaient dans la vérité. Dans l'ensemble, ils n'avaient pas de mots assez forts pour condamner l'aveuglement des acteurs du Nouveau Testament. S'il avait été crucifié avec le Seigneur, ils auraient eu les mots du bon larron. S'il avait été Ponce Pilate, ils auraient crucifié Barabbas, qui avait tué et volé. S'il avait été Pierre, ils n'auraient pas renié Jésus. Et s'il avait été Jésus, ils auraient flanqué un coup de poing à Judas l'Iscariote. L'affaire aurait été très vite réglée. La docilité de Jésus rendait les camarades perplexes, mais ils modéraient l'expression de leur réserve avec un sens aigu de l'opportunité, souhaitant mettre en évidence leur âme d'enfant, et ils redemandaient de la brioche, tant ces émotions les creusaient. Le catéchisme était très agréable. Tout le monde prêtait ses crayons. Les gens s'intéressaient à vous. On n'était pas noté. La retraite de première communion eut lieu dans une communauté de sœurs Clarisse. Les sœurs avaient des visages doux, très blancs, de courts voiles bruns, et de grosses chaussures qui ne faisaient aucun bruit sur leurs semelles en caoutchouc. La grenadine était servie dans des brocs transparents dans lesquels elle prenait un inoubliable goût de plastique. Après avoir gravement discuté de sainteté, ils allaient jouer dans le jardin des religieuses. Ils jouaient au loup, la nouveauté du lieu, l'enfermement, les hauteurs de la discussion les énervaient et les grisaient tellement qu'ils criaient, le visage très rouge. Ils couraient à travers les allées. Ils s'accroupissaient derrière le jupon de marbre ou de granit de la statue de Sainte-Claire, ou d'une Pietà au regard désolé qui tenait en travers de ses genoux le corps d'un Christ couvert de mousse. Il y avait des roses grimpantes jaunes, en berceau, deux vieux arbres, et un puits protégé d'une grille, au fond duquel tremblait, quand ils se penchaient au-dessus, leurs visages minuscules, lumineux et liquides, leurs visages saints. Ils en criaient de placeur. Les sœurs les invitaient à davantage de calme. Une rumeur confuse de paradis perdu monta jamais de l'immense jardin vert et feuillu des sœurs Clarisse. Sœur Martha jouait à la guitare les chansons de sœur Sourire, et il les reprenait en chœur. Sœur Luce distribuait les petits pains au lait du goûter. Ils se tenaient tous par la main, et sœur Marie de l'Assomption, un doigt sur la bouche, les conduisait à la chapelle à travers des couloirs baignés d'un soleil doux, qui sentait la cire. Dieu les aimait, ils étaient ses préférés, ses enfants. Au paradis, ils passeraient avant les parents dont le cœur avec l'âge s'encrassait comme une cheminée qui a besoin d'un bon ramonage. Leur cœur à eux était intact et rayonnant. Les soirs de catéchisme ou de récollection, par un souci pédagogique, ils rapportaient des dessins de cœurs rouges et de cœurs noirs, coloriés selon leur degré de sanctification. À table, ils regardaient les dieux d'un air goguenard. Quand ils étaient grondés, ils acceptaient l'offense avec un air extatique et chafouin qui correspondait à leur représentation des martyrs. Avec une infatigable énergie, ils découpaient dans du papier doré des ailes d'ange, des auréoles, des flammes de bougies. Tout ce qui était beau et saint était doré. Un nouvel idéal se découvrait à la petite fille, par contraste. Au-dessus de ces tentations pécheresses, qui aurait été par exemple de ne pas accent circonflexe taire ses affaires à Marion, et de refuser de boire son bol de lait, dans un monde plus parfait, le monde des vérités supérieures. Elle entrevoyait l'autre attitude possible, une attitude vraiment chrétienne. Malheureusement, en dépit de la catéchèse, la plupart de ses matinées continuaient à se passer devant son bol de lait, sa serviette nouée autour du cou lui faisait deux oreilles supplémentaires, couleur rouge vif. Et parfois la serviette serrait les petits cheveux fins de la nuque et les tirait. Mais elle n'osait pas se plaindre car ses caprices exaspéraient la dame.
et la petite fille, sommée de terminer ou d'avoir une fessée, restait assise très tard, jusqu'au milieu de la matinée, les jours où il n'y avait pas classe, en tête-à-tête avec le bol décoré d'une vache, limitant l'exercice de ses sens à l'observation, détaillant avec une courtoise mais inébranlable détermination la surface des transformations infinies du lait, de la gerçure de peau qui le recouvre au bout d'une durée variable, de son mélange avec la chicorée, des particules brillantes et lourdes à la dérive qu'elle pourchassait de sa cuillère mais qui, déjouant sa traque, s'immergeait sournoisement comme des marsouins. La petite fille avait fini par en savoir autant que Monet des nénuphars du jardin de Giverny, bien assez pour désespérer, mais elle ne se laissait pas abattre. Elle chantonnait, battait des jambes, produisait des houles de surface vieillies. Le printemps arrivait avant les derniers bulletins, quand on portait encore les anoraks, quand on confectionnait les masses de carton des défilés du carnaval. Il fallait percer l'emplacement des yeux au ciseau, les trous n'étaient jamais à la bonne place, si bien qu'on ne voyait rien, on étouffait sous le carton, on payait très cher le plaisir d'avoir pour une journée la tête d'un chat ou d'un Donald. Dans le Nord, pour donner l'impression du printemps, il suffisait de presque rien, un changement dans la couleur du ciel, un chat sorti sur un balcon parce qu'il avait senti l'insolite tiédeur du soleil. Il suffisait d'une femme couchée dans un relax. Par les fenêtres entr'ouvertes des cuisines ou des salons, les rideaux se gonflaient légèrement à l'extérieur. L'air poussait partout, sur les terrains vagues aux abords des immeubles, dans les quartiers modernes, sur les pelouses des petits squares où on jouait à la trottinette, on sentait son odeur sous les fumées de la ville. Voir pour une journée la tête d'un chat ou d'un Donald, dans le Nord, pour donner l'impression du printemps, il suffisait de presque rien, un changement dans la couleur du ciel. Un chat sorti sur un balcon parce qu'il avait senti l'insolite tiédeur du soleil, il suffisait d'une femme couchée dans un relax. Par les fenêtres entr'ouvertes des cuisines ou des salons, les rideaux se gonflaient légèrement à l'extérieur. L'air poussait partout, sur les terrains vagues aux abords des immeubles, dans les quartiers modernes, sur les pelouses des petits squares où on jouait à la trottinette. On sentait son odeur sous les fumées de la ville. Les promenades duraient longtemps, car tout le monde voulait profiter de la nouvelle douceur de l'air. La peau vous picotait à la surface du corps. On enlevait les collants de laine, on mettait des chaussettes qui chatouillaient sous les genoux. On grandissait, on était palichon et rêveur. On prenait le matin une cuillère d'huile de foie de morue, avec une bouchée de pain pour faire passer le goût. Les soirs du mois de mai, l'eau de l'étang du square Fabre-Lespeau s'irisait de couleurs plus douces. Avec sa pelouse fraîche tendue, les milliards de fleurs pâles qui poussaient sur les arbres, la laque soyeuse du petit étang, où les canards glissaient toujours, le square prenait ce côté miniature des jardins japonais. Il y avait un très grand marronnier à fleurs rouges. Le soleil du soir teintait les fenêtres et les visages des gens qui lisaient leur journal. Personne n'avait envie de rentrer. On prenait, on cueillait des pâquerettes et on tirait sur les pétales. Je t'aime un peu, je t'aime beaucoup, je t'aime. On finissait, très théâtral, on aimait tellement les grands mots, à la folie passionnément. C'est au matin d'un de ces beaux jours, un précoce début de printemps, qu'il y eut cet incendie. Il était tôt, les cerisiers commençaient à fleurir. Sur les balcons, plusieurs portes-fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer l'air tout neuf. Les choses, à cette heure-là, n'avaient pas encore pris leur air normal, elles avaient leur air du matin, l'air non fini. Les mères, en robe de chambre, les cheveux mal coiffés, secouaient leurs chiffons, les enfants n'allaient pas à l'école et ils traînaient, dans les cuisines, assis devant leur bol, encore pleins de sommeil. Et comme ils enfonçaient un peu trop la tête, évaluant mal le niveau du liquide, leur nez se couvrait de lait, ils avaient des moustaches de chocolat, des moustaches d'Ovomaltine. Ils étaient menacés de fessées, mais ils battaient courageusement des jambes, écoutant ces menaces avec leur habituelle philosophie. Plus tard, les mères mettraient du rouge à lèvres, elles se coifferaient devant la glace. Elles enlèveraient les bols des tables, elles entrebâilleraient les fenêtres, et les salons nettoyés, aérés, se rempliraient des odeurs de midi, puis laisseraient entrer l'air de l'après-midi, légèrement plus sec et plus tiède. Alors, les êtres domestiques, les chats des beaux windows et leurs frères, les enfants, retrouveraient la paix du cœur. Et ils joueraient comme ils aiment à le faire,
librement, à genoux sur le tapis des grands appartements, dans les endroits plus chauds que blondit un peu la lumière. Mais ce beau mercredi, une fenêtre au 3e étage du numéro 142 resta fermée. Il en sortait un mince filet de fumée grise. La fumée sortait à jets réguliers, de plus en plus noire. Vers 9h30 ou 10h, un camion de pompiers traversa le quartier. Très intriguée, la petite fille sortit sur le balcon. Elle agrippa les barres et s'accroupit 89, 111, 11, 11, 11, 11. Un FT6 les pompiers déplièrent la grande échelle. PAP appuyèrent contre la façade, un des hommes y grimpa, le tuyau à la main. Il enjamba le balcon. Immédiatement, plusieurs rideaux se soulevèrent. Madame Van de Kerck, qui rentrait de course avec Bibard, resta sur le trottoir. Selon elle, quelque chose était arrivé, quelque chose de considérable, quelqu'un était inanimé dans un couloir, peut-être mort. Elle fit part de ses intuitions à Mr. Johnson, sorti de sa camionnette. D'autres personnes se rapprochèrent et se mirent à attendre au pied de l'immeuble, en posant des questions. Au bout d'un certain temps, Bibard s'assit, puis il finit par se coucher. Et comme il avait soif, il émettait de petits gémissements que sa patronne interrompait en tirant sur sa laisse. Mais la petite fille cessa vite d'observer les pompiers. Elle avait vu de loin Vania se mêler à la foule. Il s'était faufilé auprès de l'étudiante à queue de cheval. Il lui parlait. Contrairement à ce que la petite fille avait espéré, celle-ci ne le repoussait pas, parce qu'il était peintre et bulgare. Au contraire, il semblait qu'elle souriait et qu'elle se passait la main gracieusement dans ses longs cheveux noirs. Vania faisait de grands gestes. Il devait dire qu'il se sentait capable d'escalader le balcon pour sauver l'étudiante. Dans l'hypothèse où l'étudiante se trouverait elle-même en danger, il devait lui dire qu'il l'aimait, qu'il la chercherait jusqu'au bout du monde. Qu'il la porterait dans ses bras à travers des murailles en feu, à travers une mer déchaînée. Vania savait très bien raconter des histoires. 90 Sofia, en Bulgarie, devait dire Vania, vous connaissez, il devait raconter la maison de Varna, au bord de la mer Noire, la mort du général, luttant contre les communistes. Un héros, devait dire Vania, mon père ce héros suivi d'un seul hussard. Les pompiers enfoncèrent la porte-fenêtre. Et, lorsqu'elle vit les gestes et le sourire confus et lumineux de l'étudiante qui se passait une main dans les cheveux, la petite fille eut le cœur serré, car ce qu'elle redoutait le plus avait fini par arriver. Et maintenant, il était trop tard. Le mal était fait. Mais il était possible que ce ne soit rien du tout, disait très haut Madame Van de Kerck. Il était possible qu'une personne ait oublié sa casserole sur le gaz, que le feu se soit déclaré dans un fond de cuisine, que ce soit simplement cela. Une casserole oubliée. Que voulez-vous, disait Madame Van de Kerck, on dramatise. Les gens sont si distraits, lui répondait aimablement Mr. Johnson. Il portait une blouse. Le voir de près et en entier était comme une révolution. Personne ne le connaissait bien, car il ne stationnait que peu de temps au carrefour, toujours vers l'heure du quart de ramassage, et c'est pourquoi, quand les enfants sortaient du car, ils éprouvaient immédiatement l'envie d'une glace vanille, fraise ou pistache framboise. Ils étaient pris de désirs brutaux, voraces, et ils faisaient des comédies. Beaucoup étaient fessés, sans retenue ni pudeur, en public, au bas de la camionnette, sous le regard compatissant de Mr. Johnson. Il hurlait d'humiliation et de rage. Quel malheur, entendit soudain la petite fille. Quel malheur! C'était la voix d'Elena Chostova, qui venait du balcon de droite, mais elle eut beau écarquiller les yeux. Elle n'en sut pas davantage ni sur ce qui s'était passé en face, à l'étage d'où sortait la fumée, ni sur ce qu'avaient dit Vania et l'étudiante. Elle fut vivement ramenée à l'intérieur. On lui recommanda de prendre sa poupée et de s'occuper, tandis que les personnes restaient à discuter dehors. Ce fut ainsi le jour où la voisine du numéro 142 fut électrocutée dans son bain par son séchoir, que Vania rencontra la jeune fille qu'il devait épouser. Il y a de ces coïncidences. D'après Vania, qui le tenait d'un des pompiers, le corps d'une femme électrocutée dans son bain devenait entièrement noir comme celui de certains étrangers. Un habile interrogatoire n'offrait aucune explication de cette métamorphose. Va jouer, dirent les dieux. On t'expliquera plus tard. Quel malheur, répétait Elena Chostova. Quel malheur. Les camarades dirent, tu n'as rien vu. Menteuse. Les filles froncèrent le nez comme quand elles ne voulaient pas manger leur céleri ou leur chou-fleur.
Elle serre plusieurs fois les épaules et partirent sauter à la corde. La petite fille resta pendant toute la récréation le dos au mur, toute seule. Les autres s'amusaient plus loin. Pour se donner une contenance, elle avançait et reculait un pied en grattant le sol. La moitié de la récréation passa. 92 ma souris est morte, elle aussi, dit soudain la voix de Jean-Philippe Siranel, tout près d'elle. Ils s'étaient rapprochés discrètement. Ils restèrent l'un à côté de l'autre pendant un bon moment, perplexes et grattant le sol, à réfléchir. Elle avait de l'eczéma aux oreilles, ses oreilles tombaient en morceaux, et elle sentait mauvais. Les souris malades sentent beaucoup plus mauvais que les autres, expliqua Jean-Philippe Siranel. Je l'avais eu à mon anniversaire 4. La petite fille allait chercher Sissi impératrice sur l'étagère de la bibliothèque. En haut, à droite, elle le feuilletait jusqu'à une certaine page. Se ménageant, retenant sa respiration, elle gardait la page un instant pincée entre ses doigts avant de la tourner d'un coup. Sissi impératrice était allongée, les mains jointes. Les yeux étaient fermés. Le beau visage, voilé de tulle noire, avait des contours doux, des pommettes rondées. Sur le noir et blanc, les lèvres à peine disjointes paraissaient sans couleur. La petite fille savait qu'il ne fallait pas s'attarder, car ce qui avait été photographié là était une morte, cette chose interdite qu'on ne regarde jamais. Elle fermait le livre, recommençait à respirer. Elle avait vu, quand une voix, à travers la porte, s'inquiétait. Qu'es-tu en train de faire? Des bêtises, je ne t'entends plus. Je lis, disait la petite fille. Le général Dourakine. J'ai presque fini. Puis elle courait sur ses chaussons de feutre, à bout de bras, elle remettait le livre entre les autres toujours discrète, précise et neutre, mais le bruit de son cœur, un peu sourd, comme celui des balles de tennis. Le cœur bat, il bat sans arrêt, toute la vie. Son arrêt est mortel. 5. Elle est filmée dans les grandes occasions de sa vie, le jour de la rentrée des classes, on la voit sortir de l'immeuble, balançant son cartable, l'air dégagé, plutôt faraude, le cœur défait. Elle est filmée le jour de son anniversaire, très élégante, en jupe plissée, elle empoigne la table et se tortille avec affectation. Elle fait un petit signe en direction de la caméra, dans le genre des parachutistes, des acrobates avant le triple saut périlleux. Elle montre le gâteau d'une main, annonçant son exploit, souriante. Puis elle gonfle ses joues. Elle souffle. On applaudit la performance. 6 ans. Sur les films de Monsieur Aubin sont restées ses traces, un peu pâles, ses preuves de l'ancienne existence. La petite fille soufflant les bougies de son 6e anniversaire, les cerisiers en fleurs du printemps 64, et la petite fille, sous les cerisiers, pour faire le clown, pour dérider les grandes personnes, mettant ses pieds en dedans, tirant la langue, la voiture de Mr. Johnson. Mr. Johnson lui-même au accent circonflexe épiphanie, au accent circonflexe bonheur lui tendant un cornet vanille et fraise. Elle se met immédiatement à le lécher en donnant les plus vives marques du plaisir, les petits immeubles de briques à bord Windows, côté impair, celui qu'ils habitaient, les numéros 141, 143, 145. On voit l'immeuble de la femme morte pour avoir voulu se sécher les cheveux dans son bain, l'immeuble de l'étudiante à queue de cheval qu'aimait Vania Shostov. Sur le film, on ne voit pas toute la rue, on n'en a pas la place. Un air anglais, cette enfance de la petite fille, un air de ville du Nord, un air d'années 60, les années des colandes et des bleues marines, les années des déesses et des talons aiguilles, les années des manteaux de fourrure en astrakhan. Un air passé, cette enfance de la petite fille, un air de toutes ces choses exquises, de toutes ces choses perdues, les bonnets à pompons et les cordes à sauter, les Scooby-Doo, les carambars, les bonbons à l'amande fondant la pie qui chante. On voit la neige qu'il y eut à Noël, la luge glissant sur la pelouse du square Fabre-Lespeau. On voit ce qui n'existe plus, et puis de grosses pastilles phosphorescentes scintillent sur l'écran. De End. Tout est fini. Les filles en cahier la cuillère s'enfonçait dans la tour de gelée rosâtre, en ramenait à la surface une tremblante portion. Parfois, du même coup, elle cueillait une guêpe qui avait été le domicile dans le pôle l'été dernier, y était morte, embaumée dans la gélatine, une momie de guêpe aux pattes fripées, sèche et friable, mais malgré cela bien conservée. Puis qu'on reconnaissait parfaitement sa forme, son abdomen en pointe, une guêpe qui avait mal fini. Incroyable, disait Élise qui interprétait ce dépôt comme une sorte de label de garantie. Il faut croire qu'elle la trouve bonne. C'est vrai que ma confiture était très réussie. La petite fille était d'accord, les guêpes.
ses connaisseurs. Pour une guêpe, mourir dans de la confiture d'Élise, c'était une élection, une véritable apothéose. Élise déposait la guêpe sur la toile cirée dans sa goutte de confiture car cela dégoûtait vraiment la petite fille d'avoir une guêpe morte sur sa tartine nature morte microscopique. Drame miniaturisé, un drame pour petite fille, guêpe sur goutte de gelée de cassis. Cadavre de guêpe sur goutte de sang. Silence. Bourdon léger de mouches, cette fois vivante. Les mouches tournent dans les plis des rideaux, puis elles se posent, le vent trop frais, contre les vitres. Été. Élise étalait la confiture propre sur une tartine moitié plus grande que d'habitude. On était en France. La cuisine donnait sur l'arrière une petite cour sableuse et close comme un jardin médiéval. L'ombre y venait des 5 heures à cause de la tonnelle, très fournie, et d'un écran que projetait le mur d'en face. Il y poussait un pied de lilas et plusieurs variétés de roses au nom de femmes en robe du soir, aux courtes fleurs dissymétriques et trapues. Sleeping Beauty, Gloire de Dijon, Maria Callas. Les tranches de pain étaient plus larges. Le lait formait à la surface des bols une peau plus épaisse qu'à Auderghem. La cuillère la plissait, comme une répugnante membrane de chauve-souris. La maison était sombre comme ces maisons d'été dont on a poussé les volets, avec un escalier de bois poussiéreux, un carrelage de grès blanc et rouge. Il y avait des mesures d'étain sur la cheminée, une pendulette en cuivre qui sonnait les quarts et les demi, et sur le mur, au-dessus de la tête de lit, un Christ en croix. D'ivoire jaune, un clou s'enfonçait dans ses pieds rassemblés en sandwich. Mange, disait Élise. Élise était belle. Ses longs cheveux colorés qu'elle coiffait en chignon étaient d'une nuance raffinée, entre la soie et le métal. Des épingles annelées s'enfonçaient comme des dards dans leur masse sèche et nuancée, visant à atteindre de la chair blanche, piquant, peut-être, des zones sensibles, cherchant le centre. Où était le centre d'Élise? La petite fille fixa Élise en mangeant cette tartine. Elle se plaçait bien en face d'elle pour mieux la voir. Elle regardait, puis elle mangeait, une bouchée, un coup d'œil. Scrupuleusement, elle distinguait les sensations, le goût et le regard. Elle respirait très fort, nourrie par le sang délicieux, plein de sucre. Elle commençait, mamie, s'arrêtait, ne pensait plus à rien, perdait le fil, la tête creuse comme un gobelet vide, le regard ébloui. Mamie, le monde, nous dit-on, commence par la différence, par la séparation du jour et de la nuit, de la terre et de l'eau. L'été commence à la frontière, toujours mobile, du soleil et de l'ombre. Il a le goût acide et rouge de la gelée de cassis dont les pots de verre épais, étiquetés comme des livres scolaires, s'alignaient par ordre de taille sur une étagère du placard. Quelques poires vert de gris, de grosses comices, gonflées, juteuses, avaient une peau rêche et verdâtre. Mais juste en dessous, une fois qu'on les avait épluchées, leur substance était sel, tendre et mouillée, des glaces à la vanille. De petits globules légers, erratiques comme des papillons, de pure forme de joie et de soleil, glands et c'est sur l'émail de la gazinière, sur la tapisserie à guirlandes. Tu veux ma photo? Demandait Élise. Ferme la bouche, respire par le nez. Tiens-toi droite, ou tu finiras bossu, comme Roseline. La petite fille ignore tout de Roseline. La menace glisse sur elle comme l'eau sur une aile de 111 canards. Elle soupire de béatitude, enfonce les dents dans cette tartine, y laisse un chapelet de petites morsures creuses comme des marques de souris. Un beau travail. Une rose coupée au sécateur pend de travers dans l'eau d'un vase. Élise suce la cuillère, la repose sur la toile cirée, coiffe le pot de sa charlotte en plastique, le replace entre ses bocaux de conserve, pruneaux sirop, tomates, recueille la guêpe avec les miettes de tartine dans sa main nue. Une de moins étalement d'une mousse écœurante et fade, le lait gonfle comme un soufflé, se couvre brubou, dit la petite fille, narquoise. Par un raffinement de cruauté à peine imaginable, les oreilles d'Élise avaient été percées à 4 ans. On y avait planté 2 perles qui poussaient là depuis, minuscules, transparentes et jaunes, comme les grains ambrés des groseilles à maquereaux qui poussaient au fond du jardin, en buisson. On aurait dit les fruits de ces 2 cartilages fascinants, mous et flexibles. Des oreilles crucifiées, se disait la petite fille, et cela lui rappelait des choses, vaguement, se mêlait à l'odeur écœurante du lait bouilli, à la vibration des rideaux dans le courant d'air, au bleu léger de l'air très chaud, qui jaunissait les pointes de l'herbe, écaillait la peinture marron des volets, faisait trembler au loin dans une buée les toits de tuiles 3, les portes grinçaient, le placard sentait le vinaigre, les tiroirs sentaient la guêpe morte, la violette de Grasse,
le poivre en grains, la boule de naphtaline, enveloppée de plastique comme un savon, et par-dessus toutes ces épices, l'odeur mêlée, sucrée, de friandises qui de leur longue recère avaient fini par prendre un parfum de sous-bois et de ferraille, de belles dragées trompeuses lisses comme des cailloux, des berlingots nantais agglutinés, des bouchées mon chéri. Des papiers de soie jaunes enveloppaient des tire-bouchons à manches sculptées, des menus de communion solennelle, turbo beurre blanc, choux à la crème, des écrins de velours qui avaient contenu des solitaires ou de petits brillants, et ces cartes du Nouvel An couvertes de neige en relief qui représentent toujours des villages suisses. C'était là qu'on rangeait les santons de la crèche. Quand elle s'ennuyait trop, la petite fille avait le droit de les déballer pour le plaisir, tâtant les formes sous le papier pour identifier les sujets, exhumant en un catéchisme exemplaire les moutons de plâtre broutant leur petit tertre peint, le grand berger usé au profit noble, tenant à la main son bonnet, le Saint-Joseph à barbe, le dromadaire à bosse, le vieux Jésus de cire à bouclette et la paire d'anges au sourire de poupée, qui déployait une banderole, Gloria in excelsi. Un certain nombre de chagris, nommés Minet, dormaient au fond de la cave, dans de vieilles caisses garnies de chiffons. Ils se reproduisaient dans un parfait anonymat, et menaient là leur vie clocharde et clandestine, traversant les couloirs d'un trottinement feutré, extrêmement circonspect, pour éviter le plus possible le contact avec l'homme. Élise les tolérait à cause des souris. La mort même ne menaçait pas la permanence de la fonction. Ceux qui mouraient par accident, écrasés au carrefour ou la patte abîmée dans un piège, étaient remplacés par leurs fils. On les numérotait par commodité, en fonction des générations. Dans le jardin d'Élise, les chats se succédaient, interchangeables, méticuleux dans la toilette, sournois, invariablement affamés. Comme dans le monde des rois, la différence à peine sensible des individus ne compromettait pas la continuité du lignage. En revanche, tous les étés, changeait la Vierge illustrant le calendrier du diocèse, qu'Élise pendait dans sa cuisine, sous le compteur à gaz, et tantôt c'était quelque belle idole orientale nimbée d'or, aux mains jointes, aux yeux étrangement bridés, ou l'une de ces madones italiennes joufflues, aux bandeaux couleur de châtaigne, aux nourrissons gras et rêveurs, tenant une rose, ou un oiseau, ou une grenade. On était parfois tout surpris d'y trouver une mouche en relief, et on se demandait si c'était une dernière attention du peintre, une ultime goutte d'illusion. Peinte en trompe-l'œil avec autant de soin que les tentures ou le paysage figuré dans une fenêtre à croisillon, mais, à y regarder de plus près, on voyait l'illusion s'animer, frotter ses pattes avec ce petit mouvement frénétique. Étroit et gourmand de bête myope, sale bête, criait alors la petite fille, pour imiter les grandes personnes, belles vierges anonymes au visage inspiré et muet. Il arrive encore aujourd'hui que l'une de vos innombrables images rappelle fugitivement non pas la gloire du Père, mais cette splendeur blanche et profane de la lumière de l'été, quand il frappait le monde à la verticale dans un silence continu et fervent, comme celui d'un amour qui ne nous serait pas retiré. Le soleil emplissait de caillots de clarté l'eau des vases, la lumière brûlait tout, c'était du feu. Elle passait à travers les fentes des volets, les joints des portes, les serrures. Elle éclairait la nature morte du petit déjeuner servi, bol, passoire et tartine. Sur la boîte du cacao banania, un cousin de Fernandel en Chéchia, son jumeau sombre et exotique, clignait de l'œil avec hypocrisie. Zorro est arrivé, chantait la petite fille, sans se presser. Dépêche-toi, criaient les dieux, va boire ton lait. Sur la question du bol de lait, constatant l'échec d'une méthode purement coercitive, et le peu de succès des exposés de grands principes nutritionnels, Élise avait conçu une thérapie inspirée de Scheherazade. Tous les matins, elle empoignait la petite fille au saut du lit, la vissait sur un monticule de coussin, le nez en ras du bol, lui nouait énergiquement sa serviette et commençait à raconter des histoires supposées la distraire, transformer la nécessité en plaisir, et faciliter l'ingestion. On va bien voir, disait Élise odieuse. Élise comme toujours optimiste, même un rien fanfaronne. Ce lait, ce n'est quand même pas la mer à boire. Entre les pieds torsadés de la table, gravement posés sur leur derrière, très attentifs eux-mêmes à l'expérience, Minen saint et deux, père et fils, reluquaient amoureusement le bol. Ce qui prouvait, puisque ce lait leur était interdit, que la nature avait été mal faite. Élise pratiquait sa méthode avec conviction, prenait des intonations théâtrales, mettait en scène les contes de fées, et mimait les différents animaux grenouilles,
Lapin et musaraigne avec un indiscutable talent, ton bol est devant toi, rappelait-elle de temps en temps. Je continue, tu bois quand tu as soif. Rendue méfiante par l'amabilité de l'adversaire, la petite fille lorgnait le bol, tel un taureau dérouté par une fan du picador. Elle reniflait le dépôt de crème plissé dans la passoire, trempait le doigt dans les gouttes répandues, éclatantes comme des perles baroques, suivait de l'œil un gros bourdon poilu, semi-aveugle, qui se cognait aux poignées de porte. Balancée dans les courants lumineux et frais de l'air matinal, elle écoutait l'histoire d'un air distant, flairant le piège, demandait des précisions, des exemples, des preuves, ayant compris qu'il fallait allonger le récit, c'était le seul moyen de déjouer Scheherazade, tant et si bien que, quand les dieux avaient le dos tourné, Élise, à bout de souffle et à court d'imagination, finissait par avaler le bol elle-même dans un transport d'énervement et de solidarité pour lequel la petite fille lui voue une reconnaissance éternelle. Très émue, elle attendait une minute, commençait à dénouer sa serviette, avant d'annoncer d'une voix neutre « J'ai fini ». Elle était félicitée pour son appétit. Élise était complimentée sur l'excellence de sa méthode. 5 midi sonnait au clocher de l'église. Cette heure catholique et légale précédait légèrement l'heure domestique de la pendule, qui servait plus mottement à mesurer la cuisson du poulet, l'heure du repas, ou le temps d'ébullition d'un laitage. C'étaient des coups sonores, qui semblaient avoir des affinités avec la profondeur de ce silence rural. Ils étaient prévisibles mais, d'une certaine façon, on ne s'y attendait jamais. Souvent même on y faisait plus attention, ils passaient et on ne les avait pas comptés. « Quelle heure est-il » demandait brusquement Élise. « Déjà, mon Dieu, ce n'est pas possible, je n'ai pas entendu sonner. » Et elle courait vers sa cocotte où frémissait un gros merlan bouilli, entouré de rondelles d'oignons, les yeux gélatineux, idiot et fixe, ou un poulet à moitié caramélisé dont il tâtait avec satisfaction les pilons roux. Elle salait, poivrait, goûtait, une sympathie lui revenait pour cet animal si hautement comestible. Elle chantonnait un jour un dindon à la broche, disait au accent circonflexe « Mon Dieu qu'il fait chaud, j'oubliais mon mouchoir de poche, je crois l'avoir laissé là-haut ». La petite fille, assise sur la marche en ciment de la cour, étudiait un vieux Paris Match consacré à l'assassinat du président Kennedy. Sur ses genoux rassemblés, les pages étaient fraîches. Elle respirait l'odeur du temps et l'odeur du poulet rôti. Elle admirait Jackie, souriante, tenant son bouquet, tailleur rose et chapeau assorti Jackie quelques minutes avant la tragédie. Puis elle scrutait l'image éternellement floue de l'énorme berline où la tête du président s'affaissait sur le dossier du siège en cuir. John Fitzgerald venait de recevoir le coup mortel. À la page suivante, on voyait Jackie dans son taille rose, marbré de taches rouges, et ses traces rouges étaient, comme le précisait la légende, le sang, les débris humains, la cervelle arrachée du président John Fitzgerald. John Kennedy, pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? On n'a jamais trop su, disait Élise en reposant le couvercle de sa cocotte, et on ne saura jamais. C'est l'Amérique. Là-bas, ils sont à moitié fous. Tout le monde se promène avec des pistolets. Je l'ai entendu dire. C'est un drôle de pays. On est mieux là, tranquille. Et elle montrait de sa cuillère en bois le ciel nu, la lumière pleine d'insectes en suspens, le poulet rissolé dont sortait une épaisse buée aromatique. Je me demande si j'ai mis assez de sel, travaillé d'intuitions obscures. La petite fille surveillait pensivement la cicatrisation, en cours, de ses propres genoux. Sous la pile de vieux Paris Match, des magazines aux pages décolorées, tachés par l'empreinte circulaire de vieux pots de confiture, alternaient avec les numéros du journal de Mickey. Oncle Picsou prenait son bain de pièces d'or, comme la mythique Danaé, comme la légendaire Cléopâtre. Oncle Picsou était en extase, son monocle se décollait légèrement, ses yeux exorbités affichaient les 2 signes jumeaux du dollar. Son cou de poulet, ses gants de domestique de bonne maison émergeaient du monticule de lingots comme le torse de Winnie dans Oh les beaux jours et le silence épais de 3 heures. Parfois un ronronnement d'insectes, proche. Plus loin, un bruit de tondeuse, un bruit de voix, un bruit de voiture. À l'abri des branches du lilas, au fond de la cour, la petite fille donnait sa leçon de natation à Dorothée dans une bassine de plastique rouge. Elle enfonçait le torse de plastique dans l'eau brillante, pleine de lumière. Sous l'eau, les mains de Dorothée se tendaient, inertes et raides comme des mains de bois, dodues, blanchies aux poignets par l'usure, avec leurs drôles de petits ongles vernis. Dorothée se noyait. Une fessée si tu continues,
disait, mollement, la petite fille. Elle respirait très calmement et patouillait avec délice. L'eau était fraîche, on voyait les feuilles du lilas, à l'envers. Tu n'as pas oublié ton chapeau, demandait par moments, de l'intérieur, une voix divine installée à l'ombre des roses, à distance respectable, sa queue mollement roulée en cercle autour de lui, circonscrivant un socle sur lequel il reposait avec la dignité d'un culbuto. Minet numéro 1, le père, participait à sa manière à l'harmonie de cette scène estivale qui figure en plusieurs exemplaires dans l'album de Monsieur Aubin sous ce titre. Été 68. Le chat s'assoupissait, ses yeux se fermaient, il paraissait prêt à sombrer, dormant debout, par courtoisie, et par moments, il se passait la patte sur les oreilles, sa somnolence contrastait agréablement avec la brutalité de Bibard. Elle surveillait, l'air de rien, en baignant sa poupée, le chat rêveur, somnambulique. Elle enregistrait les soubresauts du bout du veteux de sa queue, une sorte de danse immobile. Dès qu'il fermait les yeux, elle lui jetait des gouttes sur le museau, il sursautait, ouvrait d'un coup ses pupilles plates. Sans rancune, il venait se coller contre elle, mu par les courants d'affection capricieux qui traversent le monde animal. Ils étaient frères. C'était l'origine du monde. Il y avait de l'eau, il y avait du soleil, il y avait de l'ombre, il y avait deux êtres liés par une grande complicité, à jamais incapables de se comprendre. Elle saisissait d'un doigt les fourmis qui traversaient la cour, les lui offrait, Minet, chantait la petite fille, petit Minet. Ils jouaient tous les deux, l'un à côté de l'autre, jamais ensemble. Ils étaient tous les deux assis sur leur derrière. Que fais-tu, demandait par moments, de la fenêtre, la même voix sans origine. Je baigne ma poupée, expliquait la petite fille. Et elle ajoutait, diplomate, souhaitant prudemment donner de son activité la présentation la plus rationnelle, je la nettoie parce qu'elle est sale. Le vent déplaçait en l'air des choses minuscules. De temps en temps, une heure abstraite et léthargique, une de ces longues heures vides d'été si voluptueusement vouées à se perdre, creusait le vide de l'atmosphère, s'enfonçait dans les profondeurs du silence comme dans du coton. Le ciel était bleu, et la petite fille, gravement penchée sur la bassine, voyait passer, dans des transparences délicates, de grandes formes élastiques qui étaient le reflet du monde, les nuages d'été. Une branche de la tonnelle se décalquait sur la flaque noire, sur le corps rose de Dorothée, plus subtil que l'original, ciselé, ambré, fluide. Comme ces branches de pommier tendues par les vieux artistes chinois dans le travers des paravents de lac. Elle observait ses yeux reflétés, noirs et liquides aussi, la sclérotique si pâle, ses dents claires. Elle observait l'agonie des moucherons dont la carcasse légère pesait à peine sur l'eau. Parfois, l'image du chat venait s'ajouter à la sienne, le nez rugueux et sensitif, clair par rapport au reste du museau, les babines artistement prolongées de longs poils. « C'est toi », lui expliquait la petite fille. « Regarde ». Le chat et la petite fille restaient longtemps perdus dans la contemplation de leur image. Leurs deux nez roses se dilataient quand un pétale ou un moustique tombait dans l'eau. « Ne fais pas de bêtises surtout », disait, de l'intérieur, la voix sans origine sans douce donnait de son activité la présentation la plus rationnelle. « Je la nettoie parce qu'elle est sale. » Le vent déplaçait en l'air des choses minuscules. De temps en temps, une heure abstraite et léthargique, une de ces longues heures vides d'été si voluptueusement vouées à se perdre, creusait le vide de l'atmosphère, s'enfonçait dans les profondeurs du silence comme dans du coton. Le ciel était bleu, et la petite fille, gravement penchée sur la bassine, voyait passer, dans des transparences délicates, de grandes formes élastiques qui étaient le reflet du monde, les nuages d'été. Une branche de la tonnelle se décalquait sur la flaque noire, sur le corps rose de Dorothée, plus subtil que l'original, ciselé, ambré, fluide. Comme ces branches de pommier tendues par les vieux artistes chinois dans le travers des paravents de lac. Elle observait ses yeux reflétés, noirs et liquides aussi, la sclérotique si pâle, ses dents claires. Elle observait l'agonie des moucherons dont la carcasse légère pesait à peine sur l'eau. Parfois, l'image du chat venait s'ajouter à la sienne, le nez rugueux et sensitif, clair par rapport au reste du museau, les babines artistement prolongées de longs poils. « C'est toi », lui expliquait la petite fille. « Regarde ».
Le chat et la petite fille restaient longtemps perdus dans la contemplation de leur image. Leurs deux nez roses se dilataient quand un pétale ou un moustique tombait dans l'eau. « Ne fais pas de bêtises surtout, » disait, de l'intérieur, la voix sans origine de elle choisissait le crayon jaune, plaçait la pointe en biais, frottait le disque du soleil sur son cahier de vacances Magnard, cours moyen première division. Loulou et Babette sont allés à la pêche. Compte les coquillages qu'ils ont ramassés, et écrit leur nom. Colorie le soleil et la mer, elle basculait sur le côté, reposant sur la pointe d'une fesse comme une sculpture moderne sur un angle, exercice d'équilibrisme d'autant plus méritoire qu'il devait demeurer secret. Ton mari, c'était qui demandait la petite fille, frottant de jaune le disque du soleil. Classique, quoique jaune soit un pâle substitut de la lumière, ton grand-père, répondait Élise. Combien de fois faudra-t-il te répéter la même chose? Il est mort en 40. Les Boches, ajouta sobrement Élise. La petite fille hochait la tête d'un air qu'elle espérait pondéré et pensif. Les Boches, ça veut tout dire. Tu l'aimais, tu étais, elle articulait prudemment, expérimentant le mot neuf, espérant elle ne savait quoi, une révélation l'aveu d'une faiblesse. Tu étais amoureuse, questionnait donc la petite fille, très détachée, un rien mondaine. Cherchant le crayon bleu pour attaquer la mer, un peu beaucoup passionnément point. Ça dépendait des jours, disait Élise, vague. Assieds-toi plus près du dossier. Tu ne vois pas que tu vas tomber de ta chaise? L'ongle d'Élise incisait une gousse, il la crevait à cet endroit creux et sensible au centre est touché où la nature l'a recousu. Cette couture est fatale aux petits pois. Elle permet de les vider. C'est leur talon d'Achille, un chapelet de petits pois roulés dans le saladier. Certains ronds, durs comme des noisettes, et d'un vert d'agrumes, d'autres encore trop petits et trop pâles, atrophiés, décevants, à l'état de germe. Des ombres mobiles. Un chapelet de petits pois roulés dans le saladier. Certains ronds, durs comme des noisettes, et d'un vert d'agrumes, d'autres encore trop petits et trop pâles, atrophiés, décevants, à l'état de germe. Des ombres mobiles et menues se dépliaient avec le mouvement souple de poissons dans un aquarium. Une veilleuse turquoise tremblait dans la fente du chauffe-eau. Des mouches plates, elles en équerre, refaisaient pour la 100e fois l'ascension d'une vitre, espérant que celle-ci ouvrirait, au sommet, sur le ciel. J'adore les petits pois, faisait remarquer la petite fille, très aimable. Il y en a beaucoup. Elle coloriait en balançant les jambes dans le vide, et admirait la régularité de ce travail artisanal. Je travaille, moi, répondait Élise. D'autres s'amusant, suivaient un silence lourd de sous-entendus. Cette première approche avait été une erreur stratégique. Les petits pois, reprenait la petite fille, sont TRE accent circonflexement dur. Ils peuvent blesser. On en sent un sous des épaisseurs de matelas, d'oreiller. Je l'ai lu. C'est comme moi. Au fond du lit, je sens des choses. Peut-être des graviers. Les draps sont froids, et ils sont trop rugueux. Dormir. Toujours dormir. Des caprices, murmurait Élise. Elle prenait une poignée, incisait une nouvelle gousse, la déchiquetait avec les mêmes gestes lents. Une assiette trop éclairée révélait une longue fêlure. Il faisait chaud, c'était le cœur de l'après-midi. Sous l'avancée du toit, sous les branches IMO 114 000, on sentait se concentrer cette obscure noirceur qui couvre au cœur des beaux jours. Il y avait une barre d'ombre sous les poiriers en espalier, un carré d'ombre sous le siège de la balançoire. Les pneus de la bicyclette appuyés au garage étaient tout ramollis. Les arômes suaient un pollen jaune citron. La petite fille n'avait pas le droit de sortir sans chapeau. On lui versait un verre de citronnade. Elle y plongeait le museau jusqu'aux yeux, comme la cigogne de la fable, et tandis qu'elle buvait, Cécile, qui tremblait toujours légèrement, sensible et faureteur, frôlait doucement le bord. L'enfance est là, la sensation perdue, si délicate. Elle tournait sur elle-même en buvant, sans même reprendre sa respiration, concentrée et goulue. Arrête, disait Élise, prends le temps de respirer, tu vas te faire du mal. Pose ton verre, disait Élise plus fort.
ne fait pas le zouave, mais elle continuait à déglutir avec passion, avec bravade, buvait à perdre la respiration, les joues brûlantes. Elle ne posait le verre que quand elle avait aperçu dans le fond un pépin oublié, un petit pépin blanc et dur. Absorber un pépin était grave, croyait la petite fille. On risquait une opération. Il fallait scier immédiatement le ventre. Elle avait toujours peur qu'on fasse un trou en elle, qu'on lui fasse mal trop en tuer les petits chats. Le massacre avait lieu tous les ans, au milieu du mois d'août. Tout commençait quand Minet, un beau jour, devenait introuvable. On avait beau lui laisser, sur l'assiette, la lubelle des têtes de poisson, brillante comme un bijou, il doit chasser, expliquait Élise, satisfaite. C'est une bête épatante. J'avais bien remarqué à la cave des traces de souris. Mais hélas, le retour du fuyard montrait une bête sournoise, maigrie et flasque. On ne pouvait pas hésiter sur le diagnostic. Minet, qu'il eût été plus juste d'ailleurs d'appeler Minette, allait faire des petits. Il était encore allé avec un matou. La mystérieuse androgynie des chats de la cour faisait de l'événement une sorte de miracle. Mais les délivrances de Minet plongeaient Élise dans l'hystérie. Elle imaginait des portées prolifiques, considérables, de vraies portées de sorcières, des dizaines de diablotins noirs, une invasion de chats, un vrai débarquement. Je ne peux tout de même pas vivre entourée de chats, comme une folle. Non, concluait Élise. Cette bête mère en pour qui, car pour arranger le tout, poussant loin l'indécence ou la provocation, Minet allait faire ses petits à quelques mètres, sous le nez des enfants et des hommes, dans le mystérieux clair-obscur où l'on gardait les vieux rideaux, les vieilles armoires, les vieux calendriers, les vieux manteaux de fourrure. Une expédition punitive était donc décidée, tandis que la bête, vaguement coupable, légèrement alourdie mais offrant eu de signes visibles sauf l'appétit, nourrissait en son sein sa forfaiture. Le soir où une nouvelle disparition lui faisait augurer que les temps étaient accomplis, Élise, dentée de caoutchouc, traversait le jardin. Sa lampe oscillait sur les murs, tatouant sur le revêtement blanc sa fantastique ombre chinoise. Le faisceau éclairait les branches du lilas, l'ampoule nue pendue à un fil, feuillette plus loin des cajots vides, des amas de carton. Puis tout disparaissait. S'accomplissait alors, rituellement, chaque été, le massacre barbare au terme duquel, innocent échappé à Hérode, apparaissait l'unique survivant, flageolant et anxieux, le museau barbouillé d'une tache noire, successeur de Minet. C'était lui désormais qui héritait du titre. Minet, l'appelait Élise, tout sucre. L'autre, qui avait fauté, qui avait préféré le vice à la noble activité.